Bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Je vous propose de nous intéresser à un aspect particulier de l'achat en ligne, celui du paiement fractionné. En effet, les consommateurs veulent avoir le choix dans les solutions de paiement et le paiement fractionné en fait partie. Avec un enjeu de taille, le moins de friction possible au moment du checkout. Quelles sont les solutions existantes? Comment les besoins évoluent-ils? Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Corinne Auchard, CEO d'Honnet France. Honnet est une banque en ligne créée en 1983, ça commence à remonter, par le groupe Auchan et qui vient très récemment de s'associer à la banque BPCE. Bonjour Corinne, avant qu'on ne parle paiement fractionné et e-commerce, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Bonjour, donc Corinne, donc je suis directrice générale de Honnêt France, j'ai 49 ans. J'ai fait une école de commerce qui est l'IESEG et j'ai démarré, je dirais, ma carrière dans tout ce qui est risque management, donc dans une partie très expertise de la banque, donc la gestion du risque de crédit. Et j'ai rejoint d'abord Finaref pendant 4 ans. Finaref qui était la société financière du groupe PPR, donc qui accompagnait un certain nombre d'enseignes telles que La Redoute, la Fnac, Cyrillus, Verbaudet, pour proposer à ses clients, à leurs clients, des solutions de paiement associées à de la fidélité enseigne. J'y suis restée 4 ans et ensuite j'ai rejoint Honnêt, qui s'appelait à l'époque Banque Accor. Voilà, tu vas vite. Je remonte un peu en arrière. Tu as fait une école, une business school, et tu as pris une direction finance. En fait, le risque crédit, c'est clairement finance. C'est une des options qui est souvent prise à la suite des business schools. Qu'est-ce qui t'a motivé dans cette décision-là? Est-ce que tu avais fait des stages ou est-ce que la matière finance était quelque chose qui te motivait? Alors, je suis arrivée dans le risque de crédit un petit peu par hasard. J'ai fait une école de commerce, mais j'avais beaucoup de goût pour les maths, les stats, les chiffres. Tu as fait un bac scientifique? J'ai fait un bac scientifique, effectivement. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de faire un stage chez Finaref en 4e année dans le risque de crédit. Et j'ai complètement découvert ce métier que je ne connaissais pas du tout et qui était un métier qui était peu connu à l'époque. Et j'ai commencé à développer des modèles statistiques, donc des scorings, pour permettre notamment d'accepter les crédits qui étaient accordés à l'époque par Finaref pour les clients des enseignes que je viens de citer. Donc j'ai fait ce stage pendant 6 mois. En dernière année, je me suis donné la possibilité de découvrir autre chose. J'ai fait un stage chez Norauto. À l'époque, c'était dans la location de véhicules. Parce qu'on sentait déjà à l'époque un changement de comportement ça a mis du temps, mais qui allait arriver entre la possession et la location des véhicules. Donc D'accord. j'avais fait un mémoire là-dessus. Et puis à la fin de mes études, finalement, Finaref a proposé de m'embaucher. J'y suis allée. Qu'est-ce qui t'a plu en fait dans le côté analytique parce que c'était un peu ça, hein, Oui, c'est ça. dans le risque crédit, c'était quoi? C'était le modèle mathématique, c'était... À l'origine, c'est le modèle mathématique, la technicité, la complexité en fait qu'il y avait derrière de ce métier qui était un métier quand même nouveau, qui était de la capacité de donner du crédit sans connaître son client à partir de données que nous collections et notamment de données de la Redoute. Donc, on utilisait des données, je me souviens. C'était quel type de données? Alors, par exemple, le contenu des achats, les jours des achats, la façon dont le client payait ses achats. Tout ça nous permettait de précibler les clients La Redoute et de leur proposer ce qu'on appelait à l'époque la carte kangourou, qui était qui était une carte qui permettait aux clients, en fait, d'acheter les produits sur le catalogue et de ne payer qu'après la réception de ces produits. Et c'est aujourd'hui, dans le paiement fractionné, dans ce qu'on appelle le pay later, c'est ce qu'on retrouve en fait. C'est un des métiers, un des services, je dirais, que les VPCistes avaient créé à l'époque et qu'on retrouve maintenant dans le e-commerce. C'est intéressant de faire le lien entre ta première expérience finalement et puis ce qui se passe aujourd'hui chez Honnêt.
Tu restes 4 ans, 3 ans, 4 ans, 4 c'est ans, ça c'est ça. 4 ans. Si tu devais retenir quelque chose d'un peu fort de ces 4 années passées chez Finaref, qu'est-ce que tu pourrais nous communiquer? Alors, ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert et ce que j'ai retenu et ce qui a, je pense, guidé aussi derrière toute l'évolution, c'est l'importance de la data. Mhm. Et la puissance de ce qu'il était possible de proposer au client sans rien, entre guillemets, lui demander Et de là, plus. mais comment en fait vous faisiez, vous aviez des bases de données, des outils, parce que ça n'existait pas comme ça existe aujourd'hui? Non, eh ben, on avait des bases de données, on avait des outils, mais je peux vous dire que Finaref, à l'époque, c'était une superbe école de formation. J'y suis restée 4 ans. Ils avaient une avance à l'époque. Alors, depuis, ça a été racheté par Crédit Agricole Mhm. et ça a été fusionné avec Crédit Agricole. Mais ils avaient une vraie avance sur l'exploitation des données. Donc c'était des outils qu'ils avaient produits eux-mêmes et des bases de C'est ça, données. c'est ça. Ouais. Donc, en fait, pour moi, Finaref, ça a été une école de formation dans l'utilisation de la donnée. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que selon la vie, le moment de vie du client dans sa relation avec Finaref, les données utilisées étaient très différentes. Au départ, à l'entrée en relation, on utilisait énormément de données de comportement d'achat, par exemple à la Redoute. Mhm. Et puis, quand le client avait pris la carte Kangourou, venaient les données de comportement d'utilisation de sa carte Kangourou. Mhm. Ça faisait Et nourrir la on base de avait, données. à l'époque également, y compris des scorings qui permettaient de prévoir, quand le client était en impayé, la probabilité du client de rembourser. régulariser son impayé, ce qui permettait aussi de doser, on va dire, les moyens mis en face sur le recouvrement pour recouvrer ces impayés. C'est Donc, fou parce que c'est vrai qu'on on est entre 94 et 98. Oui. Il devait y avoir peu d'acteurs à l'époque qui étaient en capacité de faire du scoring et de l'analyse de crédit de cette façon-là. Alors, je me souviens parce que j'ai vécu quelque part ce retour arrière quand je suis arrivée chez Banque Accor Ouais. à l'époque. Donc là, on est en 98. Voilà. Tu rejoins ce qui va devenir le groupe Onet, mais à l'époque, c'est Banque Accor. Voilà, donc une banque créée par Auchan, pour Auchan, Mhm. et pour offrir des facilités de paiement à ses clients dans les magasins. Donc, c'était l'offre. Il y avait une carte qui était une carte Auchan qui permettait aux clients de acheter sa télévision, son ordinateur, sa machine à laver en plusieurs fois. Mhm. Et progressivement, Auchan y a adossé, on va dire, un système de fidélisation qui permettait de fidéliser le client à l'enseigne. Donc, c'était un outil, non seulement un service de solution de paiement, mais aussi de fidélité pour le client. Et quand je suis arrivée chez... C'est ça qui t'a motivé à aller chez Banque Accor? C'est quoi la raison qui t'a fait changer? En fait, chez Finaref était une superbe école de formation, Ouais. mais je suis très curieuse par nature, Ouais. et je savais que rester dans une expertise n'était pas forcément ce que je recherchais. Ouais. Je recherchais d'acquérir plusieurs expertises et de les mettre au service d'un sens ultime. Et quelque part, creuser le sillon dans cette expertise du risque de crédit, c'était important pour moi, mais ce n'était pas suffisant. J'avais envie, et Finaref ne proposait pas à l'époque de parcours un petit peu disruptif, ce que j'ai trouvé chez Onet. C'est pour ça que j'y suis toujours, Ouais. parce que j'ai fait un petit peu tous les métiers. Alors, tu rentres chez Banque Accor pour faire du risque crédit Oui. encore? Alors oui, parce qu'en fait, Banque Accor avait un partenaire qui était Auchan, une solution, une offre qui était la carte Auchan, et c'était tout. Et quand je suis arrivée, j'ai eu l'impression de faire un retour arrière. Ce qui a été passionnant, c'est qu'on a tout construit en fait. Oui, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'analyse. Donc, il y avait un score qui servait à tout, à l'acceptation, à la gestion, au recouvrement. Le recouvrement était complètement manuel, rien d'automatique.
Donc pas d'envoi de courrier en automatique, pas de stratégie de déclenchement de stratégie d'appel, pas de stratégie de passage selon dans des recouvrements, on va dire, différenciés. Donc tout ça n'existait pas. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est cette aventure de devoir construire tout ça en mettant à profit ce que j'avais appris chez Finaref et en recréant tout ça de zéro pour Banque Accor. Tu as fait ça seul ? Non, avec une équipe. Donc je suis arrivée au risque quand même chez... il devait y avoir 3 personnes, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'était 3 personnes, un pays, un produit, une enseigne. Et j'ai vécu pendant 6 ans, puisque je suis restée 6 ans en France chez Banque Accor, le lancement des autres enseignes, donc notamment les enseignes de ce qu'on appelle l'AFM, donc de l'association familiale Mullier, de la galaxie Mullier, donc notamment Leroy Merlin, Noroto. C'est-à-dire la duplication en fait de ce qui avait été produit pour Auchan dans les autres enseignes. Voilà, exactement. D'accord. Il y avait une forme de mutualisation quand même, j'imagine. Bien sûr, puisque l'expérience acquise sur cette enseigne a permis aussi de l'offrir très rapidement à ces autres enseignes, mais d'aller chercher aussi des profils de clients différents et donc d'enrichir notre data. Voilà, c'est ça. Et donc notre capacité à adapter notre réponse à des profils clients différents. Donc vous aviez un réceptacle pour la data. Vous deviez pouvoir avoir d'ailleurs des consommateurs qui étaient clients de différentes enseignes. Tout à fait. Et donc améliorer leur scoring en voyant les comportements d'achat dans les autres enseignes. Exactement. D'accord. Donc tout ça se regroupe, la data se renforce. Et est-ce qu'elle est exploitée autrement que juste l'analyse du départ? Est-ce qu'en fait, avec la qualité de la donnée qui vient s'agréger au fur et à mesure, il y a une réflexion nouvelle qui se porte sur comment l'utiliser? Alors oui, alors pas forcément comment l'utiliser, mais comment exploiter à fond ce potentiel. Alors oui, première chose, on a développé on a enrichi l'offre, c'est-à-dire que est venue apparaître, puisqu'à l'époque, la carte, c'était une carte qu'on appelle privative, c'est-à-dire à usage uniquement dans l'univers du magasin. On a lancé la première carte bancaire non adossée à un compte bancaire, puisqu'on ne gère pas de compte bancaire. Donc la carte bancaire à utilisation universelle, internationale, mais sans compte bancaire, donc rattaché à un compte bancaire extérieur. On a lancé les prêts personnels également. Valable dans n'importe quelle enseigne ou uniquement dans les enseignes partenaires? Non, une carte bancaire Visa classique, internationale, avec donc la capacité d'aller accompagner le client dans ses achats partout, dans toutes les enseignes. Mais encore plus dans les enseignes partenaires. Et encore plus parce que le système de fidélisation qui était derrière permettait aussi C'était une façon pour vous de lever un frein par rapport à l'idée de dire à un consommateur, bah voilà, j'ai une carte qui s'appelle la carte Auchan ou qui probablement avait d'autres noms, valable dans ces enseignes-là. Bon, pour le reste, tu prends ton autre carte. Donc il avait 2 cartes. Voilà. Et l'idée, c'était de dire, bah, finalement, je vais lever ce problème en adossant cette carte dédiée à la galaxie Mullier, aux enseignes de la galaxie Mullier, tu vas pouvoir l'utiliser comme une carte normale dans n'importe. Donc tu n'as qu'une carte. Exactement, une carte, et donc une carte que je sors plus souvent, et donc que j'utilise plus souvent, donc je collecte plus de données, y compris dans mon enseigne. Ouais. Et donc les données, est-ce que d'une manière ou d'une autre, quand il utilise sa carte en dehors du réseau d'enseignes partenaires, vous arriviez à collecter l'information et à l'agréger? Alors oui, nous, Onet, puisque nous sommes banque. Mais à l'époque... Onet était déjà banque. Banque, ouais. Oui. Donc en fait, on utilise ces données pour, on va dire, affiner la connaissance du client et de ses comportements d'achat et donc finalement de ses moments de vie, des usages qu'il en fait. Mais en 2004, c'est pas encore complètement le cas? Ou c'est déjà le cas de l'utilisation des données autres que les partenaires? En 2004, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. En 2004, je suis partie vers le Portugal. Alors, on y vient. Allons-y. Partons au Portugal. Tu as donc
une petite, un peu moins de 10 ans d'expérience en France. Et en 2004, tu t'envoles pour le Portugal. Pourquoi? Comment? C'est quoi le challenge? Alors, pourquoi? Parce que je suis assez... Déjà, je viens de le dire, mais je suis très curieuse, donc j'avais envie de cette expérience internationale. Mais parce que je suis assez convaincue que sortir de sa zone de confort nous oblige et nous incite à aller chercher beaucoup plus loin la connaissance et la remise en question, on va dire, d'acquis qu'on peut avoir accumulé. Donc moi, j'avais fait 10 ans dans le risque de crédit, dans 2 sociétés financières. Je venais de remettre, on va dire, on avait construit tout le système pour Onet. Et donc, je me disais, c'est le moment de bouger et d'aller me remettre en question. Et l'international, pour moi, était la meilleure façon de se mettre en question parce que vous sortez de votre référentiel. Vous allez chercher une culture différente, un environnement différent, des pratiques différentes. Alors là, je comprends complètement. Intellectuellement, mais il y avait déjà quelque chose au Portugal? Alors oui, on avait une activité au Portugal qu'on gérait en coopération. On avait une JV, une joint venture, avec Cofinoga. D'accord. Et en fait, on venait de décider de continuer à développer seul cette activité. Donc en fait, j'y suis partie avec ma casquette de maîtrise de risque, puisque la maîtrise de risque était gérée par Cofinoga, donc il fallait réinternaliser tout ça. Et en fait, je suis partie, alors ça va peut-être vous surprendre, mais aussi comme directrice informatique et organisation. Je n'avais jamais fait ça. Quand tu arrives à... C'est à Lisbonne? Oui, c'est à Lisbonne. Quand tu arrives à Lisbonne, il y a quoi sur place? Tu t'appuies sur quoi comme... Il y a la moitié d'une banque. C'est-à-dire que dans tous les métiers d'une banque tels que nous, on fait notre métier, donc vous avez du marketing, de la finance, des ressources humaines, de la gestion de risque, de l'organisation, de l'informatique. En fait, il n'y avait que la moitié, c'est-à-dire grosso modo, il y avait la partie relations clients et le marketing. D'accord. Puisqu'en fait, nous gérions, côté Onet, toute la relation avec les enseignes présentes là-bas au Portugal, notamment Auchan, front mais office. aussi Leroy Merlin, Decathlon. Donc toute la partie front office. Toute la partie back office était chez Cofinoga. Donc en fait, moi, j'y suis allée pour gérer le projet d'autonomie, qu'on appelle projet d'autonomie, où en fait, il a fallu construire la moitié de la banque. Super projet. Super projet. Là, c'est hyper concret, là. Ça, c'est très concret. Alors, pour le coup, ça... Mais comment on fait quand on arrive? Est-ce que finalement, tu avais une casquette un peu de CEO, quelque chose comme ça? Donc, je suis arrivée là-bas, oui, en tant que membre de comité de direction. Ouais. Donc, sur un poste de directrice informatique, organisation et risque. Ouais, bon, tu es dans les opérations. C'est hyper concret, voilà. Quoi. Comment tu fais pour commencer, tu es obligé de recruter, j'imagine. Et tu parles portugais? Non, je ne parle pas portugais et je fais mon premier discours en portugais. Wow. J'ai pris 10 heures de cours et j'ai fait mon discours d'arrivée en portugais. Je sais. Tu as une bonne mémoire, tu l'as appris par cœur? Alors, tu savais ce que tu disais? Je ne suis pas sûre qu'ils aient tout compris parce que je ne pense pas que j'ai l'accent qui convenait à l'époque. Mais bon. En fait, toutes les réunions étaient en portugais, dès le départ. Mais alors, ça, c'est un sacré challenge quand même, quand on ne parle pas du tout la langue. Alors, les langues latines, pour avoir vécu d'autres choses, c'est quand même plus facile. Donc, le portugais, ça a été... Tu parlais l'espagnol? Je ne parlais pas l'espagnol, non. Bon, c'est quand même un effort. C'est vrai qu'en termes de sortie de zone de confort, là, tu es au top. J'ai vécu 6 ans au Portugal, ça a été 6 ans... C'est pour ça, je suis restée... C'est vrai que maintenant, ça fait plus de 20 ans que je travaille chez Onet. Mais finalement, j'ai vécu plusieurs vies professionnelles. Mais bien sûr, et c'est ça qui est hyper intéressant. Et c'est pour ça que j'y suis restée aussi. Ouais, je comprends. Combien de temps ça met, cette réinternalisation des opérations back-office? 3 ans. 3 ans. Puisqu'en fait, il a fallu construire un système informatique. Ouais.
Et est-ce que là, tu pouvais t'appuyer sur ce qu'Onet proposait en France ou ailleurs? Alors non, on a reconstruit From scratch. on a construit un système. On a géré une migration. Ouais. On avait 600 000 clients à l'époque. Mhm. Donc une migration où en fait, vous êtes dans un univers qui est un univers magasin. Mhm. Donc en fait, vous avez 600 000 clients hyper actifs qui ont une carte et il est hors de question que leur carte ne passe pas en magasin. Mhm. Et donc tout l'enjeu, ça a été de reconstruire un système qui soit et faire une migration pour ces 600 000 clients sans que le client s'en aperçoive. Ouais, sans couture, hein, que Voilà. tout passe. Et ça s'est bien passé, mais on a mis 3 ans. De ces 3 premières années au Portugal, quel est le souvenir le plus saillant qui te viendrait à l'esprit? Qu'est-ce que tu as retenu? C'est quoi un souvenir symptomatique de ces trois années riches en déploiement? Alors, je dirais 3 choses. Le moment que je retiens le plus, c'est le jour où vous voyez passer en live le paiement sur votre système. Alors là, vous criez victoire. Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ouais. Ça, c'était un moment et je le garderai en tête toute ma vie, Ouais. je pense. Le deuxième moment, le deuxième élément fort, c'est le fait de construire tout ça et de réinternaliser tout ça m'a obligée à rentrer dans tous les process. Mhm. Donc, je suis rentrée un petit peu dans tous les domaines. La compta, comment on finance un commerçant, comment on gère l'acceptation, comment on émet une carte, comment on gère l'autorisation sur une carte, comment on gère des plafonds, comment on gère le recouvrement. Donc, en fait, le fait de devoir construire le système, eh ben, il a fallu en fait que je documente tout ça. Mhm. Alors, il y avait des équipes, mais je suis rentrée quand même beaucoup dans le détail. Donc, je me suis énormément nourrie de cette période dans la connaissance de tous les pendants de notre activité. En fait. Ouais, c'est une connaissance métier en son cœur. Ouais, tout le cycle de vie en fait Ouais. de notre métier. Et puis, donc ça a été assez fondateur pour après la suite. Et puis la troisième chose, où c'était un vrai moment aussi pour moi de management. Je suis arrivée, je me souviens, j'avais un bureau, j'avais pas d'équipe. Donc j'ai commencé à apprendre et à rédiger des spécifications fonctionnelles pour En le portugais. système. En français au départ. Et en fait, je me suis entourée sur l'informatique, sur l'organisation, sur le risque de portugais. Et là, j'ai compris que, en fait, quand vous managez, rien ne sert d'aller vous-même monter en expertise. Il faut s'entourer d'experts. La force d'un manager, c'est de savoir s'entourer d'experts plus forts que lui. Sur des verticales. Voilà. Et en fait, ça a été important pour la suite aussi, pas sur la dimension connaissance métier, mais plus sur la dimension management. Et la richesse, la satisfaction que j'en ai retirée de voir ensuite toutes les personnes que j'ai recrutées évoluer au sein du groupe Onet, ça a été aussi... c'est un beau témoignage. C'est un beau témoignage. Et alors, les 3 années qui suivent ces 3 premières, donc c'est les trois dernières au Portugal, hein, c'est ça, sur les 6 ans. Oui. C'est quoi? C'est la montée en puissance. Là, tu passes plutôt côté front, côté déploiement, prise de part de marché. C'est quoi les enjeux? Donc en fait, effectivement, j'ai laissé tout ce que je venais de faire et j'ai laissé surtout mon métier d'origine. Donc je n'ai plus fait de risque. Donc ça, je l'ai laissé et je suis passée justement plutôt dans, on va dire... alors la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai managé la relation client. Passer d'un management, on va dire, d'expert à un management d'équipe plus opérationnel, c'est un management qui est très différent. Les profils sont différents, j'imagine. Exactement. Et là, j'ai pointé l'importance de réussir à donner du sens à tous. C'est-à-dire que la stratégie de l'entreprise doit être commune à tous. Mais la capacité de l'appréhender la façon de l'appréhender varie en fonction des métiers. Et sur la relation client, j'ai compris aussi qu'il fallait réussir à vulgariser, à permettre à chacun de s'approprier la stratégie de l'entreprise. Donc la direction relation client, première étape pendant 2 ans. Et puis après, je suis passée sur les partenariats.
Et puis les ressources humaines. J'ai fait Ah ouais, bon, voilà, t'as tout vu en fait. Je pense que j'ai fait un peu tous les métiers de Après la le, banque. après, le, après le Portugal, tu continues ton expérience internationale et puis tu rejoins la filiale Hongrie-Roumanie, hein, c'est C'est ça. un duo Mhm. de pays en tant que DG, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que tu trouves en arrivant? Alors, je Et quelle est trouve. ta lettre de mission? Alors, alors, je changeais de rôle, hein, puisque j'étais membre de COMEX et j'arrive directrice générale de nos deux filiales. Je trouve des pays, mais alors complètement différents. On était en partenariat également Mhm. avec, on l'est toujours d'ailleurs, avec CTLM. D'accord. En Hongrie, en JV et en Roumanie, en partenariat d'affaires. Je trouve une culture qui n'a rien à voir, surtout en Hongrie. La Mhm. Roumanie est C'est un d'ailleurs pays plus, latin, plus non? latin. Ben, c'est une langue Voilà, latine. exactement. Ouais. La Hongrie, beaucoup plus pays De l'Est, d'influence celte, voilà, nordique, ouais. avec un pays en vraie difficulté. Mhm. Avec une réalité pour les clients qui était très très différente des autres pays que je vais vous donner un exemple. Vous vous souvenez notamment d'Auchan qui met l'exemple du caddie comparatif à l'entrée du magasin. Mhm. Quand vous êtes en Europe, vous voyez un caddie rempli. Vous voyez le prix du caddie et le concurrent à côté. Quand vous êtes en Hongrie, vous voyez un fond de caddie. Les yaourts se vendent à l'unité. Ah oui. C'est un pays qui est complètement... Et là, on est en 2010 on est pourtant. en 2010. Donc là, tu as une grosse différence. Les bureaux, ils sont géographiquement situés dans quel pays? Les deux? Alors, on a des équipes dans chacun des Donc pays. tu navigues Et entre les moi, deux je pays? naviguais entre les deux pays avec beaucoup plus quand même d'enjeux sur la Hongrie. C'est pour ça que j'étais basée en Hongrie, puisque là, on portait, hein, on avait une filiale, on avait une JV. Donc moi, j'étais directrice générale de la JV. Et là, on portait les encours. Là où en Roumanie, on était apporteur d'affaires. Donc c'est CTLM qui portait les encours. Donc d'accord. Donc ça, c'est ce que tu trouves en arrivant, cette singularité. Enfin, oui, Réalité de pays économiques complètement différents. Et c'est quoi ta lettre de mission? Alors, ma lettre de mission, c'est de trouver justement la stratégie qui va nous permettre de nous développer dans ces pays. Parce que le potentiel... Alors, la taille de la Hongrie, c'est à peu près la taille du Portugal, hein, 10 millions d'habitants des deux côtés, avec une évolution économique qui est moindre, mais un potentiel qui est quand même très limité. Donc, l'enjeu, c'est de dire... quelle est la stratégie qu'on adopte pour développer notre activité en continuant à accompagner nos partenaires. Donc là, moi, j'ai beaucoup travaillé avec Auchan, qui était un petit peu dans la même situation. Et en fait, on a eu la chance d'ensemble de mener le rachat de Cora en Hongrie. Enseigne du Nord, Cora. Voilà, donc qui a été racheté par Auchan en Hongrie. Et donc là, j'ai vécu une nouvelle aventure, c'est-à-dire l'intégration le développement, mais par le développement de notre enseigne partenaire. Donc là, vous devez être à leur côté pour dire les clients Cora, comment on les accompagne, comment on aide les Auchan à faire comprendre que Auchan, Cora devient Auchan, Donc là, on réussit à finaliser par le paiement. Ah, ok, donc on utilise le paiement comme étant le lien entre les deux structures. Exactement. D'accord. Je reviens sur les langues. En Hongrie, on parle le hongrois. Oui. En Roumanie, le roumain. Oui. T'as pas appris encore 2 nouvelles langues? Non, j'ai parlé anglais. Ok, donc là-bas, les Non. interlocuteurs Ouais. pouvaient Ouais. s'exprimer en anglais plus Ouais. facilement qu'au Portugal. T'es parti du Portugal parlant bien le portugais? Ah oui, et j'y retourne et Ok. c'est mon deuxième pays, le Portugal. Tu restes 3 ans en Hongrie, Roumanie, pour après faire un changement qui est encore plus radical en termes de pays, puisque tu rejoins en 2013 la Chine. Là, il y a un gap culturel qui est encore plus fort que la différence qui peut exister entre le Portugal et la Hongrie. Oui. Explique-nous comment les choses se sont organisées pour que le pourquoi et le comment de ce départ vers la Chine en 2013. Et pourquoi, pour y faire quoi? Alors,
quand j'étais en Hongrie et Roumanie, en fait, rapidement, au bout des 3 ans, s'est dessinée la nécessité de, on va dire, séparer les deux pays et Mhm. d'avoir un DG sur chacun des territoires. Moi, au bout de 3 ans, je me disais, me concentrer sur un des deux territoires, ça me paraissait, on va dire, limitant Mhm. par rapport à ce que je venais de passer comme année. Et donc, j'ai eu envie de continuer l'aventure internationale et je me suis dit, j'ai démarré en France, j'ai fait des pays latins, j'ai connu une culture un peu nordique. J'ai soif d'apprendre des autres et de remettre en cause nos réflexes, nos schémas mentaux. Et je me suis dit, il faut que j'aille en Asie pour compléter tout ça. C'est pas faux. Et il s'avère que Oné avait une filiale Mhm. en Asie depuis 10 ans, hein, donc ça faisait quand même quelques années que cette filiale existait, qui était en difficulté, on n'arrivait pas à rentabiliser l'activité. Elle était en JV, comme souvent c'est le cas avec Non, les... Non. on n'était pas en JV, on était en nom propre. Euh, et, euh, mais avec un modèle qu'on ne trouvait pas, une stratégie qu'on ne trouvait pas. Donc j'ai proposé à Oné en disant mais il y a quelque chose à faire. Moi j'ai envie de bouger et j'irai bien en Chine. Et comme il y avait quand même pas beaucoup de doigts qui se levaient pour la Chine, bah naturellement j'y suis partie. C'était à Pékin? C'était à Shanghai. Shanghai. Shanghai, énorme ville. Donc ils te disent bah génial, t'es partante, bah tu vas y aller et tu vas y aller pour faire quelque chose. Alors on Alors comprend que dans ce que tu nous expliques qu'effectivement la Chine n'est pas le pays qui se porte le mieux. Qu'est-ce que tu trouves en arrivant et qu'est-ce que tu dois mettre en place? Alors, ce que je trouve, c'est, on va dire, une tentative d'essayer de lancer une activité telle que on l'avait en Europe, donc avec une carte de paiement, En plusieurs fois? avec de la fidélisation enseigne, D'accord. faite avec un partenaire bancaire. Et puis, je trouve deux projets. Le premier projet qui est de lancer ce qu'on appelle une Consumer Finance Company, puisqu'en fait le monde bancaire en Chine était aux mains des banques et en fait le gouvernement chinois commençait à attribuer de nouvelles formes de licences permettant de faire du crédit affecté de façon plus simple, Crédit affecté, tu peux me dire ce que c'est? du crédit permettant d'acheter le téléphone, vraiment voilà, du crédit Conso, quoi. conso, ouais, Mhm. voilà. Et puis un deuxième projet qui est un projet autour des paiements. Mhm. Parce qu'en fait, quand vous arriviez en Chine, vous aviez principalement des cartes bancaires émises par UnionPay et Mhm. des cartes prépayées. Et les D'accord. cartes prépayées étaient très... vous savez, la Chine, c'est un énorme pays, mais en fait composé de plein de provinces. Mhm. On pourrait faire le parallèle entre la Chine, c'est l'Europe, et les provinces, c'est les pays. Donc chaque province fonctionne de façon quand même assez différente. Et les cartes prépayées étaient émises par province. Donc vous arriviez dans un magasin, en fait, il y avait plusieurs TPE permettant Wow. d'accepter différents moyens de paiement. Et donc, il y avait un projet puisqu'on était en partenariat avec Auchan et RT Mart, qui est l'autre enseigne Auchan, Mhm. qui a à peu près plus de 500 hyper quand même en Chine, il y avait un projet porté par Oné qui était de maîtriser un terminal de paiement capable d'accepter tous les moyens de paiement. Ce Ok. qui est hyper important dans les passages caisses Bien sûr. en hyper. Et donc, en fait, moi, je suis arrivée, ce projet-là était embryonnaire, et donc j'ai travaillé en parallèle sur ces deux sujets-là pour construire toute une stratégie qui s'est portée au final énormément sur la partie paiement. Donc, j'ai découvert et j'ai eu la chance de travailler avec Alipay, WeChat Payment, que Alors, j'ai vu naître. donc, tu as travaillé. Là, c'est intéressant parce qu'il y a cette connexion qui se fait avec le monde du digital. Finalement, pour toi, c'est en Chine que ça s'établit. Oui, Euh, c'est c'est un peu une évolution dans le business donné, l'arrivée du digital. oui. Comment concrètement ça se vit en Chine, cette chose?
Alors, en Chine, alors moi, je suis arrivée en Chine, donc c'était en 2013. Alipay était déjà lancé. Mais Alipay, c'était, on va dire, le tiers de confiance sur Taobao, qui est la plateforme C2C, l'équivalent de eBay, on va dire, avec un Alipay qui était l'équivalent de PayPal. Donc, le tiers de confiance dans des achats entre personnes sur la plateforme Taobao. Et en fait, donc très e-commerce, pur e-commerce, pas omnicanal. Et puis, 2 ans après mon arrivée, Alipay lance l'arrivée de Alipay dans le monde physique. D'accord. Donc, c'est l'arrivée du code barre affiché partout dans les enseignes où le client, avec son téléphone, a une application qui s'appelle Alipay. Il scanne le code barre et paye dans son magasin avec Alipay. Donc, c'est l'arrivée de ce paiement-là. Donc, vous imaginez bien, côté Auchan, par rapport à ce que je viens de vous expliquer sur les terminaux de paiement, comment on accepte ce nouveau moyen de paiement qui vient d'arriver. Et donc, en fait, nous, on a énormément travaillé et on a su, pendant ces 5 ans, lancer un terminal de paiement capable d'accepter tous les moyens de paiement. Donc, on a accepté Alipay, WeChat Payment, parce que WeChat Payment est arrivé. Alors, avec une histoire complètement différente d'Alipay, c'est très intéressant parce que WeChat était un réseau, et toujours d'ailleurs un réseau social. Bien sûr. Et puis, en fait... Entre autres, parce que fait bien plus que ça. Quand vous n'avez pas WeChat, vous êtes perdu en Chine, en fait. C'est ça. Donc, WeChat lance au moment du Chinese New Year. Vous avez, entre Chinois, on se donne une enveloppe rouge. Ok. C'est l'équivalent, on va dire, des étrennes. D'accord. Et c'est l'enveloppe rouge qu'on donne avec de l'argent dedans. Et WeChat a la formidable idée de digitaliser cette enveloppe rouge. Et donc, lance cette enveloppe rouge dans le réseau social WeChat. Donc virtuel. Dans votre réseau, vous étiez capable, du jour au lendemain, de dire, je vais envoyer à mon ami 100 RMB, voilà, une somme, pour le Chinese New Year. C'est le transfert d'argent. Exactement. Mais adossé, on va dire, à cette culture locale. Et alors, ce qui est très fort, c'est que WeChat, à l'origine, c'est Tencent. Et Tencent, en fait, leur force, c'est les jeux. Et donc, ils ont gamifié l'enveloppe rouge. Et donc, au lieu de l'envoyer à une personne, vous pouviez l'envoyer à un groupe d'amis. Et derrière, avec un système de gamification où l'enveloppe totale que vous aviez envoyée se répartissait de façon très aléatoire en fonction de votre groupe d'amis. D'accord. Avec une découverte et une espèce de loterie très ludique pour les Chinois. Ah ouais, je comprends. Ça, c'est intéressant. Et ça a permis à Onet, comment Onet se positionne par rapport à tout ça, est-ce qu'au bout de quelques années, la situation donnée en Chine s'améliore ? Alors, oui, la situation s'est nettement améliorée puisqu'on a lancé ce programme de paiement. On a lancé un wallet avec Auchan également. Wallet qui était capable, intégré dans l'application Auchan, et capable d'accepter tous les moyens de paiement, y compris Alipay, WeChat Payment. Ça veut dire que c'était un wallet qui était agnostique aux moyens de paiement, ce qui est pour moi une des clés de la réussite d'un wallet. Parce que si vous demandez à votre client, avec votre wallet, de pouvoir payer qu'un seul moyen de paiement, c'est compliqué. Donc, il faut être agnostique et lui permettre de choisir son moyen de paiement. Donc, on a lancé un wallet. On a créé une JV avec Auchan et RT Mart. Et alors, moi, je suis rentrée en Chine depuis, mais en fait, Onet a été complètement intégré dans Auchan et RT Mart. Alors, c'est un petit peu dommage pour Onet. Mais alors, c'est une vraie réussite puisqu'en fait, tout ce que nous avons construit, ils l'ont complètement réintégré dans leur activité. Bon, génial. Super histoire quand même, voilà. fine. Et donc, tu rentres de Chine en 2017 pour arriver au miracle en France. Retour dans la patrie. T'en avais marre de l'international ? Non, j'avoue, j'aurais bien continué un petit peu. Non, j'étais plutôt dans une perspective de continuer à l'international. Il y avait encore d'autres pays que je n'avais pas fait, d'autres pays honnêtes.
Mais on me propose de rentrer en France. Et puis, pour des raisons personnelles, je me dis pourquoi pas. J'ai toujours vécu de façon très positive ces nouvelles opportunités et je me suis dit, j'arrive en France. Il ne faut pas que je me dise je reviens en France parce que finalement, j'arrive en France dans un pays qui s'est complètement transformé. Oui, parce que tu l'avais quitté finalement quelques années, 15 ans. Et tu trouves, c'est vrai, surtout dans ton métier, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et y compris chez Onet. Hein. Voilà, chez Onet. Tu arrives il y a 2 ans de ça pour prendre la direction de la France. Toujours la même question, qu'est-ce que tu trouves et quelle est ta lettre de mission? Avant qu'on parle de façon plus large de le paiement en plusieurs fois Alors, France. je trouve un pays qui s'est complètement transformé avec un e-commerce qui a complètement révolutionné, on va dire, le commerce français. Avec Onet qui a basculé complètement, mais complètement basculé, on va dire, d'un univers qui était pur magasin, on parlait des cartes, on parlait, voilà, Très à un retail, univers qui est devenu complètement digital. Et donc, où Onet a, il y a 10 ans d'ailleurs, créé une solution qui était une solution construite que pour le e-commerce à l'origine, qui est ce qu'on appelle le paiement fractionné. Puisqu'en fait, quand le e-commerce est arrivé, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des cartes de paiement où le client, grâce à sa carte de paiement, avec des facilités de paiement. Sauf que le onboarding pour une carte de paiement, c'est hyper compliqué. Ce qui fonctionne dans un magasin ne pouvait pas fonctionner du tout sur le e-commerce. Puisqu'en fait, on aurait détérioré complètement les taux de conversion sur la partie paiement des e-commerçants. Et donc, Onet, fort avec son ADN de commerçant, parce qu'on a quand même été créé par des commerçants, on est plus commerçant que, je dirais, banquier, se dit, on ne peut pas, ce n'est pas la réponse. Donc, quelle réponse apportons-nous? C'est là qu'arrive le paiement fractionné. On se dit, le client est en train de faire un achat sur le e-commerce. Finalement, il va payer comment? Avec sa carte bancaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme facilité de paiement sans lui demander rien de plus? Donc ça, c'est le 3-4 fois par carte bancaire. C'est la proposition de valeur d'Onet qui est défendue aujourd'hui. Cette proposition de valeur existe au moment où tu rejoins la France. Oui. Comme tu le dis, et c'est ce que je comprends de tes propos, la solution est déjà bien implantée en 2017. L'utilisation qui en est faite croît de façon significative. Toi, en arrivant il y a 2 ans, on te demande de faire quoi? D'aller plus vite, plus loin? C'est quoi le challenge? D'aller plus vite, plus loin et d'accompagner toute l'évolution du commerce. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de e-commerce, mais je pense qu'il faut parler de commerce de façon générale. Puisqu'en fait, la frontière entre le magasin et le e-commerce a complètement disparu. Et que notre 3-4 fois, on me demande de faire en sorte que le 3-4 fois parfaitement adapté au e-commerce s'adapte dans tous les parcours d'achat. C'est-à-dire de faire en sorte que notre avance sur le 3-4 fois, on la garde avec toute l'évolution du commerce. C'est-à-dire, première chose, le e-commerce, à l'origine, c'est un site commerçant. Sauf que ces dernières années, on voit apparaître les marketplaces. Faire du paiement fractionné sur du e-commerce et le faire sur du e-commerce formé en marketplace, c'est très différent. La technicité qui est derrière est différente. Donc, on me demande... Parce que, je précise juste ton propos pour le mettre en lumière. Quand tu es sur un site e-commerce, tu as un marchand. Exactement. Quand tu es sur une marketplace, tu as une multitude de marchands. Donc, le flux bancaire, il est réparti entre les différents marchands. Le contenu du panier peut être un contenu de panier avec des produits qui viennent de différents commerçants. Il faut savoir gérer le paiement fractionné et il faut savoir gérer les retours, les annulations partielles venant de différents commerçants. La capacité de faire tout ça et d'accompagner ces nouvelles formes de commerce, c'est essentiel. On me demande aussi d'accompagner le e-commerce en disant le click and collect apparaît. Comment pouvons-nous faire
en sorte que le paiement fractionné accompagne aussi ces nouvelles formes de consommation. Ah, ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis. Je viens d'enregistrer une interview avec une personne qui s'appelle Philippe Bianchi, qui a monté Proximis. Proximis, c'est une plateforme e-commerce de commerce unifié. Il ne parle pas d'omnicanalité, mais d'unifié, pour dire qu'il y a en fait aujourd'hui dans le parcours d'achat un consommateur qui a le choix et qui veut garder ce choix. Il veut commencer son achat peut-être sur son smartphone, le poursuivre sur son ordinateur et le conclure en magasin. En magasin, il veut peut-être ressortir du magasin avec un produit et puis demander à ce qu'un autre lui soit envoyé. En fait, on rajoute beaucoup de complexité. Donc, tu parlais de click and collect. Ça s'intègre parfaitement là-dedans. Et si je comprends bien ton propos, c'est de dire, parmi cette réalité aujourd'hui qu'on constate dans ce commerce unifié, comment le paiement en plusieurs fois, en fait, suit le chemin du consommateur. Exactement. C'est tout à fait ça. Sachant que derrière, le paiement fractionné, tout l'enjeu, c'est de savoir le faire, accompagner ces évolutions, mais de le faire en gardant notre force, qui est de savoir accepter avec un taux d'acceptation très élevé. Génial. Et un risque maîtrisé. Alors là, on rentre dans un point qui est clé, alors qui est clé pour vous, mais qui est clé aussi, parce que c'est-à-dire qu'il faut bien mesurer le risque, et qui est clé pour le consommateur, puisque plus ça va vite, plus c'est performant, moins il y a de friction. Le paiement en plusieurs fois, tel qu'il était conçu il y a longtemps, c'était pas simple, voilà, il y avait une démarche à faire. La façon avec laquelle Honnet l'exécute, ce paiement, il est fluide dans le processus d'achat. Pourquoi, comment vous avez réussi à proposer une solution qui est, au moment du check-out, aussi intuitive ou, fluide? Alors, première chose, le parcours. Deuxième chose, la data. Ouais. Le parcours... Mais qui sont un peu liés, non? Oui, ils sont liés. Le parcours, on demande le minimum d'informations au client, c'est-à-dire des informations qu'il donne déjà au commerçant, son nom, son prénom, son adresse, et on lui demande sa carte bancaire. La première fois. Parce qu'en fait, derrière, on lui propose ce qu'on appelle un compte ou un wallet Honnet, qui lui permet de refaire tous les 3-4 fois qu'il veut, où qu'il soit, chez nos commerçants partenaires. Aujourd'hui, on a plus de 450 commerçants partenaires en un clic. C'est-à-dire que si le client a fait 3-4 fois, qu'il a bien activé son compte, derrière, il ne rentrera que son CVV2 pour refaire 3-4 fois. Donc, un parcours hyper simple, hyper fluide, qui permet de faciliter la réutilisation. Et ça, chez 450 commerçants aujourd'hui. La data, avant qu'on aille sur la data, parce que je pense que c'est un élément, enfin un aspect qui est fondamental. Il y a différents acteurs qui rentrent dans le paiement en plusieurs fois. Il y a à la fois le consommateur, c'est la proposition de valeur pour le consommateur, et puis il y a vos partenaires, en fait, les marchands, qui, in fine, sont aussi vos clients, que vous devez convaincre d'une proposition de valeur pour eux. Donc, c'est-à-dire, il y en a deux à présenter de façon différente pour le consommateur et pour le marchand. Est-ce que parfois c'est un peu compliqué? Comment vous arrivez à les convaincre? Comment tout ça se marie? C'est pas compliqué. Avant qu'on revienne sur la donnée. Ouais, c'est pas compliqué, mais il est vrai que les intérêts du commerçant sont... alors, c'est pas qu'ils sont différents, ils sont pas en opposition, mais ils sont complémentaires à ceux du client. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre aux intérêts du client sans répondre aux intérêts du commerçant. Le commerçant, optimisation du taux de conversion. Et ça, on suit comme le lait sur le feu notre taux de conversion. Et on le suit sur toutes les verticales d'activité. Parce que c'est ça la connaissance qu'on a acquise. C'est que quand vous faites un paiement fractionné pour acheter un téléphone portable, de l'high-tech par exemple, ce n'est pas la même chose que faire un paiement fractionné pour faire du voyage, où là, vous avez des données
voyages à véhiculer avec votre paiement fractionné. D'accord. Des données voyage à véhiculer. Le voyage, quand a lieu le voyage, Ouais, voilà, avec des plateformes qui gèrent les voyages. Tout ça, notre paiement fractionné est capable de s'intégrer à toutes ces catégories d'achats. Ouais. D'accord ? Donc ça, c'est important pour le commerçant. Que ce soit en fait à la fois du service ou des produits, Exactement, c'est ça ? exactement. La deuxième chose pour le commerçant, c'est que ce paiement fractionné, il est garanti. C'est-à-dire que il n'a pas de risque d'impayé. Il n'a pas de risque d'impayé et que la fraude, il n'a pas risque de fraude. L'impayé et la fraude sont à la charge donnée. Donc vous portez le risque. Nous portons le risque. Troisième chose, c'est que nous avons développé dans notre paiement fractionné ce qu'on appelle un top confiance. C'est-à-dire que le commerçant qui connaît ses clients, en tout cas toute une partie de ses clients, qui a souvent des segmentations clients, on intègre cette connaissance client dans notre paiement fractionné pour faire en sorte que les meilleurs clients de cette enseigne soient systématiquement acceptés. Et bien là, on en revient à la data. À la data. Parce que l'exécution de c'est plus qu'un concept, de cette proposition de valeur, à la fois pour le commerçant et pour le consommateur, et tu viens bien d'expliquer en quoi elles étaient liées intrinsèquement. Elle repose sur la donnée. Sur la donnée, et c'est la façon dont vous allez traiter cette donnée qui va vous donner cette force d'exécution. Exactement. Comment ça marche ? La façon dont nous allons la traiter et la collecter. Parce qu'en fait, la simplicité nous demande de limiter l'effort demandé aux clients. Donc, je viens de le dire, le nombre de données demandées, il est juste très faible. La plupart viennent du commerçant, c'est-à-dire le nom, prénom sur un site internet, le client l'a déjà saisi, et puis le donné de paiement qui est la carte bancaire. Tout l'enjeu, c'est d'aller collecter de la donnée pour vérifier l'identité du client sans le demander au client. Donc Comment on a une ça filiale qui s'appelle Onetrust qui a développé cette expertise d'authentification et d'identification client. C'est-à-dire l'identité digitale du client, ses profils LinkedIn, Facebook, va nous permettre de vérifier la cohérence des informations que nous avons et que nous récoltons lors de la connexion aux 3-4 fois pour être sûr que le client qui est derrière l'écran, c'est bien celui qui est en train de nous faire le 3-4 fois. D'accord, donc il y a une forme de recroisement, de regroupement des informations clients pour les vérifier. Et de ce qu'on appelle, nous, l'identité digitale. D'accord, donc vous avez une fiche d'identité digitale pour vos consommateurs. C'est ça. On la constitue et on vérifie que la cohérence de tout ça, le niveau de cohérence nous permet d'affirmer que le client est bien le client. Donc aujourd'hui, on a un taux d'acceptation sur le paiement fractionné qui est à 92% en demandant le nom, le prénom et la carte bancaire. D'accord, donc ça c'est la collecte. Et après, l'utilisation de la donnée. Alors l'utilisation, elle est dedans, puisque 92%, on a déjà fait du tri. Donc en fait, derrière, on a des modèles basés sur du machine learning qui vont collecter toutes ces données et qui derrière sont des modèles basés sur du machine learning, puisqu'en fait, on a des gros volumes de données avec des spécificités. On prend en compte toutes les spécificités de l'activité. Donc le voyage, le contenu du voyage, le type de voyage, enfin un certain nombre de choses. Et grâce à l'expertise accumulée pendant 10 ans, sur des verticales d'activité très différentes, puisqu'en fait on touche la santé, on fait beaucoup d'optique, le sport, Alltrix, Decathlon, Intersport, la fashion, vente privée, showroom privé, sont nos partenaires qui habillent, et tout ça dans des modèles à la fois de e-commerce, mais aussi de magasin, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais le 3-4 fois est en magasin aussi. Donc en fait, cette densité de données, on l'exploite avec du machine learning qui nous permet de construire des modèles et derrière d'avoir ce taux d'acceptation qui non seulement est un taux d'acceptation élevé, mais qui nous permet aussi d'avoir une forte maîtrise de la fraude et du risque. On a commencé à parler quand même un peu du magasin, parce que finalement, tu citais Alltrix,
qui a ouvert quelques magasins et qui probablement, avec l'alliance qu'il a formée avec Decathlon, va en ouvrir beaucoup d'autres. Mais ça veut dire que Alltrix, qui vend des vélos entre autres et de la outdoor, qui est quand même bien connu pour le monde du vélo, qui propose à ses clients le paiement fractionné tel qu'on est l'offre, il va pouvoir le proposer aussi dans son magasin. Oui. Et si on est dans le magasin, l'utiliser en payant dans le magasin, comment ça fonctionne puisqu'on n'a pas une carte monnaie? Non. On a un e-wallet, enfin un wallet, il est virtuel. Comment ça marche dans le magasin qui a un TPE classique de paiement? Comment on fait? Alors, ça ne passe pas au travers du TPE. Ouais. Ça passe au travers de l'application du vendeur, en fait, qui aujourd'hui fait son 3-4 fois comme il ferait un paiement en ligne. En ligne, exactement, avec la carte bancaire du client. Donc ça, c'est le modèle. Et on est en train de tester et de généraliser un nouveau parcours, puisqu'en fait, le mobile du client, avant, il était très orienté e-commerce, mais maintenant, le mobile du client, il arrive en magasin. On voit des tas d'expériences avec je scanne mes produits, je paye, je sors. Donc en fait, nous nous inscrivons dans ces nouveaux, dans l'arrivée du mobile dans le magasin. Et donc on a un parcours qu'on est en train d'enrichir, qui permet au client, quand il est dans le magasin, de faire son 3-4 fois en toute autonomie sur son téléphone portable. Mais alors ça veut dire qu'il le fait avec le vendeur à côté de lui, ou alors il prend le produit, il le scanne, et puis il le paye, et il sort du magasin? En fait, le vendeur ou la caisse envoie l'information au téléphone portable du client pour lui dire « Vous êtes en train d'acheter tel produit » et le client clique sur le lien qu'il lui a envoyé et fait son 3-4 fois. Merci pour la précision. Voilà. Non, mais parce qu'il faut que ce soit concret, oui, surtout quand sûr. on est à l'oral. C'est passionnant. En fait, est-ce que c'est ça la tendance que tu observes, qui est mobile first, et que l'expérience d'achat, l'expérience utilisateur, elle est prédominamment posée sur le smartphone? Oui, aujourd'hui, en France, le paiement par smartphone reste limité, mais la tendance que nous percevons, c'est que l'accélération du paiement par smartphone va être une réalité en France. Ouais. Et je pense que l'arrivée et la généralisation du sans contact avec les cartes sans contact, qui est devenu un geste naturel, quotidien. Qui est naturel, voilà. Bientôt, ce geste, au lieu de se faire avec la carte, il se fera avec le téléphone. D'accord. Et donc on est complètement embarqué dans ce mouvement. Exactement. Merci Corinne pour cet échange. Merci sincèrement pour la qualité des propos que tu nous as témoignés, et puis ce partage d'expériences hyper riche, à la fois à l'international et puis sur différents métiers, parce que tu nous as bien décrit tout ce que tu avais pu rencontrer comme diversité au sein de Donnay, en termes de métier et puis de culture. C'est vrai que tu arrives de la Chine finalement avec quand même en tête une façon de consommer avec le mobile qui est en avance par rapport à ce qui se fait en France, et que ça doit encore un peu résonner en toi quand tu vois tout ce qu'il y a encore à faire en France. Tu disais qu'en arrivant chez Banque Accor, tu avais l'impression de revenir en arrière par rapport à ta première expérience en termes d'analyse crédit. Peut-être qu'il y a un truc qui ressemble à ça en ce qui concerne le mobile et ton arrivée en France par rapport à la Chine, parce qu'on dit que souvent les Chinois sont vraiment à l'aise sur le mobile. Merci sincèrement pour la qualité de cet échange. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes toujours plus nombreux, c'est un vrai plaisir. N'hésitez pas à partager autour de vous l'existence de ce podcast. Si vous utilisez Apple Podcast, notez-le 5 étoiles et laissez des commentaires. Et puis si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire directement au travers du site lesdigitaldoers.com. Merci et à bientôt.